Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Ravi de voir que vous êtes au rendez-vous malgré la réouverture des terrasses et peut-être pour ceux en tout cas qui sont au nord de la Loire en raison aussi de circonstances climatiques qui sont peut-être plus favorables à un Zoom qu'à une place en terrasse. Spéciale dédicace pour deux personnes qui ont joué un rôle dans cette soirée. Marie-Pierre Aulas, qui est à la tête de la Fondation Dassault Systèmes et qui, depuis longtemps, me dit « Marc, c'est super important de faire des confs de vulgarisation scientifique, ce serait super d'en faire une sur les océans », et qui, il y a longtemps, m'avait dit « Françoise Gayle est quelqu'un de formidable qui peut faire ça ». Françoise Gayle fait partie du conseil scientifique de la Fondation Tara Océan. Elle n'est pas là ce soir, mais je vais vous présenter les deux intervenants. Et puis spéciale dédicace aussi à Aurélie Giraud. Aurélie Giraud qui a vu Romain Troublé et Henri Bourgeois-Costa récemment dans une conférence sur Zoom et qui m'a dit « Mais Marc, ils sont fantastiques. Le sujet dont ils parlent est absolument incontournable. Il est vraiment indispensable que tu les invites pour qu'ils puissent parler et partager leur expérience, leur savoir, leurs informations avec les lauréates et les lauréats de l'Institut de l'engagement. » Et donc, je suis très heureux, très heureux ce soir d'accueillir Romain Troublé, donc directeur général de la Fondation Tara Océan, navigateur, régatier, qui a participé à 2 Coupes de l'América. Il nous disait tout à l'heure backstage que ça fait tellement longtemps que ça lui semble être une odyssée de l'espace, puisque sa première Coupe de l'América, c'était en 2001, qui est aussi, Romain, le président de l'association Plateforme Océan Climat, une plateforme qui rassemble une centaine de structures de toutes sortes, des entreprises, des fondations, des associations, des collectivités qui s'intéressent à la question des océans et qui s'intéressent à un plaidoyer pour montrer la place des océans dans les enjeux climatiques, dans les enjeux environnementaux, dans les enjeux de biodiversité aujourd'hui. Et puis, Henri Bourgeois-Costa, qui est un expert des questions d'environnement, plastique, eau, biodiversité, pollution, depuis longtemps auprès de l'ONG Océan sans plastique, depuis un peu moins longtemps auprès de la Fondation Tara Océan, et Henri qui propose aussi des expertises et des conseils à des structures, à des entreprises, à des collectivités qui veulent faire mieux et qui veulent améliorer leur empreinte et qui veulent réduire leur empreinte sur les océans, sur la planète de façon générale. Juste un petit retour en arrière. Je vous invite après la conf, par curiosité, toutes et tous, et je le dis en particulier aux lauréates et aux lauréats, on vous dit souvent soignez votre présence sur les réseaux. Et je sais que Mathieu en particulier propose régulièrement des ateliers sur comment améliorer son profil LinkedIn. Regardez le profil LinkedIn de Romain et la présentation qu'il fait de lui sur son profil LinkedIn. Je vous assure qu'elle est formidable. C'est du teasing. Et Henri, vous serez obligé de faire aussi bien très bientôt. Je vous assure qu'il y a un peu de boulot encore. Voilà. La fondation Tara Océan, c'est une fondation qui développe une expertise sur les océans, qui transmet cette expertise, qui sensibilise et qui le fait à partir d'un outil fantastique, un outil à la fois de connaissances scientifiques, mais aussi de communication qui est merveilleux et qui est une goélette, la goélette Tara. Et j'ai oublié le nombre de milles nautiques que cette goélette a parcouru, le nombre d'océans sur lesquels elle a navigué, mais vous allez nous dire ça, Romain, Henri, à vous la parole. Merci énormément d'être avec nous ce soir. Eh ben, merci beaucoup Marc, merci à tous d'avoir accueilli ici, hein. Je parle au nom de nous deux là pour les remerciements, mais je pense qu'Henri fera aussi sa part. Écoutez, on est ravis d'être là, moi particulièrement. Écoute, j'adore toujours parler à la génération qui arrive et c'est un peu ça, vous êtes tous un peu ça. Et vous avez en face de vous 2 pragmatiques et pas du tout dogmatiques.
On est très pragmatique, comme c'est de prendre le taureau par les cornes et trouver des solutions, de penser les problèmes, de trouver des solutions, de toujours voir toujours le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et je crois que ça, c'est important dans la vie en général. Et en tout cas, moi, je suis né comme ça et je crois que et j'ai eu 2 enfants récemment qui ont 8 et 12 ans maintenant et qui m'ont décuplé encore cette envie de voir le verre à moitié plein. Ça m'a reboosté à la moitié de ma vie, ça m'a reboosté à fond pour se bouger. Alors voilà, un peu, tu as déjà décrit pas mal mon parcours, Marc. Effectivement, moi, je suis un marin, j'ai fait beaucoup de bateaux. Et en fait, j'ai fait des études avant ça, quand même. J'ai fait de la biologie moléculaire pendant 5 ans en Master 2. Et puis après, je suis passé par un Master à HEC. Et puis après, au lieu d'aller dans l'assurance et dans la banque, je suis parti faire la Coupe de l'Amérique, qui est une grosse course de bateau, le plus haut niveau, quasiment aujourd'hui, entre deux bouées dans le monde, en équipe de France. Et puis après ça, j'ai toujours pas voulu faire de la banque et d'assurance, après HEC, tout ça, ni de la pharmaceutique. Et du coup, j'ai été m'intéresser à des émissions au pôle Nord, au pôle Sud. J'étais déterré des mammouths en Sibérie avec un fou furieux français qui s'appelle Bernard Bouygues, qui voyait déjà l'effet changement climatique, qui déjà le pergélisol, le sol sibérien gelé, dégelait. Et donc, on voyait apparaître des défenses. Et en fait, sous ces défenses, il y avait des mammouths congelés qui sentaient, quand on l'a découvert, ça sentait le fauve, ça sentait la savane, 25 000 ans après sa mort. Donc, c'était quand même, il y avait encore la peau, les poils, etc. Incroyable. Bref. Et puis, j'ai rejoint l'aventure Tara dès le premier jour dès le premier jour de cette aventure, parce qu'elle était fondée par ma famille, par ma tante et par mon cousin. Donc, depuis le début, ça fait 18 ans maintenant que je œuvre à copiloter Tara. Et maintenant, on est combien? On est 22, 23 salariés, je crois. Pas mal de bénévoles. Et il y a à bord dans ces salariés, il y a aussi 6, 7 ou 8 marins qui sont à bord du bateau tout le temps. Et au moment où je vous parle, le bateau est en mer, dans le Pacifique. Il navigue vers le nord, vers le canal de Panama, pour le passer dans une semaine et revenir du côté atlantique du canal pour encore une mission qui va nous emmener pendant 1 an et demi encore, jusqu'en octobre 2022, aux confins de l'Antarctique, le long de l'Amérique latine et le retour vers le nord par l'Afrique de l'Ouest, le Gabon, la RDC, le Sénégal, tous ces pays un peu. Et donc, toujours en s'intéressant avec des chercheurs à bord et en s'intéressant à la biodiversité marine. Alors, j'ai préparé un petit slide. Alors, je sais bien que Marc n'aime pas trop les slideshows, mais quand même, on va quand même mettre un peu d'image quand même à notre blabla. Et l'idée, c'est qu'on parle rapidement de ça et qu'Henri prenne aussi la parole et qu'après, on échange. Préparez vos questions. Et après qu'on échange, c'est plus sympa d'échanger que de parler tout le temps. Alors, je ne sais pas si vous me voyez là. Oui, vous me voyez bien. Je crois que c'est bon. Marc, c'est bon, on me voit bien? Ouais. Alors, la planète. Et la planète, quand on la voit de l'espace, elle est bleue en fait, la planète Terre. Elle n'est pas Terre, elle est bleue. Et ça, c'est Claudie Ignoré qui me l'a dit un jour. Elle m'a dit, tu sais, un Romain, j'étais en espace, j'ai regardé par le hublot la station orbitale, ISS, astronaute de l'ESA, et j'ai vu la planète, j'ai vu l'océan Pacifique. Et quand on voit l'océan Pacifique, en fait, tout est bleu. Il n'y a pas de Terre. Et elle a été choquée par cette vision, et je m'en souviendrai toute ma vie de cette phrase en disant, mais c'est fou de se dire qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point la planète, c'est un océan. Et c'est un océan, comme vous voyez là, qui est un océan qu'on connaît en surface, qui est magnifique. Photo d'ailleurs, un jour de tempête. Mais en fait, c'est un océan qui est plein de vie, qui abrite des organismes, bien sûr, si vous connaissez des dauphins, des baleines, tout le monde connaît ça, mais également plein de micro-organismes. Et donc, si on devait peser toute la vie qui est dans la planète, sur l'océan, toute la vie de l'océan, 90% de cette vie serait des microscopiques. Le reste, c'est les poissons qu'on connaît, les dauphins, les baleines, mais 90% de ce qui vit dans l'océan, en masse, est microscopique. Il y en a plein de petits acteurs. Il y en a un qui s'appelle le coccolithophore que vous voyez là, qui est capable de faire des falaises, le calcaire que vous connaissez. Le calcaire n'est que une accumulation de ce petit coccolithophore qui a vécu et qui est mort et qui s'est accumulé au fond de la mer sédimentée. Donc, en fait, le calcaire de Paris, c'est une roche organique. Elle vient de la vie, en fait. Et cette histoire-là, elle est très sympathique parce que ça nous fait réfléchir vraiment sur notre origine et sur la façon dont on voit le monde. Alors, il y a une trentaine d'années, maintenant une quarantaine d'années, on a mis des satellites dans l'espace qui regardaient la planète et qui regardaient la couleur de l'océan, la chlorophylle. Et donc, on s'est rendu compte il y a 40 ans que finalement, l'océan était aussi vert
vu de l'espace que les continents. Et donc, on a compris à 40 ans que finalement, on respirait autant grâce à la photosynthèse créée sur la Terre, sur les continents, que sur l'océan. Finalement, une fois sur deux, quand on respire grâce aux océans. Et ça, c'est une notion qui est très importante de bien comprendre. Hein. Le puits de carbone de la planète, on a souvent dit que c'était l'Amazone, le poumon de la planète, mais la planète, c'est un des deux poumons. Il y a deux poumons. L'autre poumon, c'est l'océan, qui est qui, euh, qui accueille cette biodiversité, qui finalement stocke le carbone en même temps qu'elle fait l'oxygène qu'on respire. Ces organismes-là sont incroyables parce qu'ils sont capables d'attraper le carbone de l'atmosphère dans l'eau, s'en servir du carbone pour faire leur calcium, leur carapace en calcaire, comme nous les os qu'on a sont en calcaire, et finalement de couler au fond de l'océan avec ce calcaire, avec ce carbone, et d'emmener finalement cet océan qui était en surface, qui était en atmosphère, en équilibre, au fond de l'océan pour des millions d'années. Aujourd'hui, quand on pompe du pétrole au fond de la mer, qu'est-ce qu'on fait? On pompe du plancton qui s'est accumulé pendant des millions d'années dans le passé. Quand on brûle du charbon, qu'est-ce que c'est? C'est du bois de forêt qui s'est écrasé, qui est tombé il y a des millions d'années dans la terre et qui s'est transformé en charbon. Donc, c'est vraiment des affaires. Finalement, on brûle chaque jour de l'énergie solaire, en fait, quand on réfléchit comme ça. Quand on fait le raccourci, finalement, tout ça, c'est l'énergie solaire qui est brûlée, accumulée, qu'on brûle aujourd'hui. Voilà, et donc tout ça, on essaie de comprendre ça avec Tara. Je vais vite là-dessus, hein, on connaissait les ODD. On fait des missions scientifiques, on a des chercheurs avec nous, du CNRS, du CEA, mais de plein de laboratoires internationaux. Et puis, on essaie de partager ça avec les jeunes dans le monde entier, mais aussi en France, avec des coopérations avec des pays du Sud. On a plein de chercheurs de pays en voie de développement qui viennent dans les laboratoires français, qu'on finance avec la France, pour venir apprendre à Lucie aller sur l'océan demain et à faire de la recherche comme nous on fait. Et puis, bien sûr, il y a aussi parler aux politiques. Là, c'est Macron, mais il y a eu d'autres politiques avec qui on a tout le temps en interaction. Et d'ailleurs, sur ce point, Henri est un des acteurs principaux de la Fondation qui essaie de parler aux politiques et de convaincre de l'importance de changer la norme, de changer la loi. Parce qu'à un moment donné, on peut avoir toute la bonne volonté du monde, il faut changer la norme et changer le règlement pour que ça change à l'échelle. Voilà, donc on s'intéresse à la biodiversité marine, le plancton, le corail, bien sûr. On a mené des missions de 3-4 ans d'affilée, des grandes missions, un peu comme les missions, Marc, où on partait au XXe siècle, 18e siècle, pardon, découvrir des territoires, des routes commerciales. Maintenant, Tara part à la découverte de la vie, de la planète. C'est bizarre de se le dire qu'on fait ça au XXIe siècle, mais on a accès à ce micro-organisme de la mer grâce à l'ADN, grâce à la technologie récente qui donne un peu comme un microscope moléculaire à ce qui se passe dans la mer. Voilà, et on s'intéresse à tout ce qui l'affecte, le climat. Et puis, bien sûr, la pollution, dont vous connaissez très bien tous le problème, qui est une pollution qu'on connaît d'abord plastique, mais qui n'est pas que plastique, qui est bien plus diffuse aujourd'hui. Voilà, on fait plein de visites du bateau. Le bateau, j'en ai peu parlé du bateau, hein, mais ce bateau, c'est le nom de la Fondation Tara. Donc, quand même, je vais en parler. C'est une goélette qui fait 36 mètres de long, 10 mètres de large, tout petit, hein, 2 mâts. Le goélette, c'est plusieurs mâts. Et celle-ci, elle a 2 mâts. Et elle emmène à son bord 16 personnes ou 14 personnes, mais la moitié sont des scientifiques et la moitié sont des marins. Et puis, il y a toujours un artiste à bord, parce que c'est important aussi de raconter toute cette vie-là différemment et ses travaux différemment. Et puis, un journaliste qui aussi raconte tout ça au plus grand nombre. Et elle est en aluminium. Alors, cette goélette, elle est engagée autour du monde depuis longtemps maintenant. Et on a, depuis 2010, mis des filets dans la mer pour collecter du plancton. Quand on pêchait du plancton, on pêche des animaux, on pêche des poissons, pareil, on pêche du plancton et des filets tout petits, des filets de toute petite maille. Et on pêche du plastique en même temps. Et on en pêche partout, de l'Antarctique à l'Arctique. On l'a fait tout autour du monde, comme vous pouvez voir là, à plein d'endroits différents. Ça, c'était en 2009-2013. On a continué à le faire depuis 2013. On l'a fait en Méditerranée. On l'a fait autour de l'Europe, sur les fleuves européens en 2019. Et on est en train de le faire en ce moment même au large du Chili et au Panama et tout ce qui va passer dans les années qui viennent. Et on se rend compte qu'il y a un stock incroyable de plastique dans la mer, hein, qu'on peut pas, la majeure partie sous forme de microplastique. Et donc, on a décidé en 2019 d'arrêter de s'intéresser à ce stock de plastique qu'on a mis dans la mer depuis 40 ans, 50 ans, vu qu'on a inventé le plastique, hein, c'est assez récent. Et on s'est intéressé au flux, mais d'où ça vient en fait. Et donc, on a essayé de remonter les fleuves avec Henri et toute l'équipe Tara en 2019. Remonter les fleuves, les plus grands fleuves d'Europe. On n'a pas fait le Danube et le Pô, mais on a fait des
quand même des sacrés, comme vous pouvez voir sur cette carte. Et on a essayé de comprendre qu'est-ce qui sortait de notre bassin versant, de notre société, de notre quotidien, de notre vie à tous là. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de microplastiques qui sortaient déjà en amont dans les fleuves, en amont de villes comme Londres, par exemple, ou en amont de Rouen. On voit déjà beaucoup de microplastiques, c'est-à-dire que le plastique se fragmente déjà dans les territoires avant d'arriver jusqu'à la mer. Ça, c'était nouveau. On pensait que c'était vraiment des gros morceaux de plastique qui coulaient vers la mer, qui ensuite se fragmentaient avec l'action des vagues et des UV. Mais en fait, non. On a vraiment une autre vision des choses qui nous fait dire que la solution de plastique aujourd'hui, le problème plastique que vous pouvez voir là, voilà, c'est ce qu'on a modélisé. Hein. C'est un modèle, c'est pas été mesuré ça, hein. Mais c'est un modèle de concentration de particules de plastique dans l'océan. Dans chaque océan, il y a un gire, et donc il y a une espèce de tourbillon, et donc ça s'accumule un peu au milieu du tourbillon. Donc ça, c'est une vision très anxiogène hein, de la situation. On est face surtout à des microplastiques, qui sont parfois des plus petits microplastiques, même des nanoplastiques, 200 microns, de 5 mm à 200 microns en gros. Et on essaie de comprendre un peu quel est l'impact de tout ça sur la vie marine. Vous voyez qu'elle est colonisée, hein, ces plastiques sont colorés. C'est pas de la couleur, c'est pas de la peinture, mais c'est juste des micro-organismes qui sont accrochés là-dessus. Et c'est formidable. Vous voyez, le plastique, il est à la surface, il flotte pour la plupart. Il est au soleil. Les microplastiques sont comme nous. Ils aiment bien être sur la plage. Hein. Et donc, ils sont sur le soleil avec à la fois l'énergie solaire et les nutriments dans l'eau de mer qui prennent du plastique. Et donc, ils ont tout ce qu'il faut pour vivre. Et donc, on s'est aperçu qu'on avait carrément affaire à un écosystème particulier qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est un écosystème qu'on trouve sur les plastiques qui s'est adapté finalement à ce substrat et qui en a fait son écosystème. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Et ce qu'on pose comme question tous les jours avec l'équipe Tara et les chercheurs avec tout impliqués, c'est quel est l'impact de ce plastique sur la biodiversité? Est-ce que c'est nocif ou pas sur les ressources halieutiques, tout ce qu'on mange? Est-ce que ça rentre dans la chair des poissons? Est-ce qu'on la mange? Question qu'on se pose, que personne n'a répondu encore aujourd'hui. Question d'impact sur la santé et aussi des questions économiques. Est-ce que ce plastique, finalement, n'altère pas les chaînes de valeur dans la nature et voilà. Des questions comme ça, on en a plein. Il n'y en a pas que 4. Il y en a un paquet. Et je crois qu'Henri va pouvoir aussi vous en parler. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les solutions de ce problème plastique, en l'occurrence de pollution plastique des océans, sont à terre. C'est à terre, c'est pas en mer qu'on mettrait les microplastiques, parce que si on veut les prendre avec un filet assez petit pour les ramasser, on ramasserait tout l'écosystème avec. Et donc, c'est vraiment à terre qu'il faut arrêter le flux, en fait. On estime qu'aujourd'hui, entre 6 et 12 millions de tonnes par an coulent dans la mer de plastique. Comment on arrête ça? Et la vision de la Fondation, elle est très claire là-dessus. C'est comment on arrête d'avoir le plastique dans l'environnement. Et la façon, c'est de réduire la consommation de plastique quand on peut l'éviter, de recycler ce qui est recyclable le plus possible pour ne pas créer de nouveaux plastiques. Et 3, de faire des plastiques biodégradables sur les trucs qu'on ne pourra pas récupérer sur les routes, sur le bâtiment. Il faut que ça dégrade si jamais un jour ça va dans la nature. Donc, tous ces enjeux-là sont très importants et c'est Henri qui les porte beaucoup sur le plan politique, notamment en France et bientôt à l'international. Et c'est là-dessus qu'on voulait échanger aujourd'hui sur l'économie circulaire, sur tous ces enjeux de faire comme la nature en fait. Hein. On n'invente rien de cette économie circulaire. La nature n'est que économie circulaire. Voilà un peu pour mon message aujourd'hui et la transition vers Henri. Quelle excellente transition, Romain. Merci beaucoup. Mais donc, moi, j'ai rejoint la Fondation il y a 2 ans, Henri Bourgeois-Casta. Moi, je suis issu d'une formation, d'un parcours en sciences humaines, donc je ne suis pas un scientifique pur comme Romain, pas des sciences dures. J'ai fait de la géographie des écosystèmes comme matière principale, mais également de la littérature comparée et de l'histoire de l'art. Donc, c'est dire si le projet de la Fondation Tara et le projet de loin. est finalement loin et près, parce qu'on est vraiment dans une vision hyper humaniste. Moi, j'ai fait ma formation à l'Université de Genève, et à Genève, on utilisait encore ce mot très old school de faire ses humanités, pour parler de faire sa formation universitaire. Donc, effectivement, avoir une vision un peu globale du monde qui nous entoure. Et j'avais beaucoup aimé effectivement cette période de ma vie où on s'intéressait à la fois au fonctionnement des océans et de l'environnement, mais également à l'art et également à la littérature. Parce que, effectivement, c'est bien tout ça qui est mêlé
Et quand on approche les questions de protection de l'environnement, on travaille avec notre background culturel d'être humain. Et donc tout ça, c'est évidemment imbriqué. Mais pour en venir aux faits et pour faire le lien avec les derniers mots de Romain, effectivement, aujourd'hui, on fait un constat, même si tout n'est pas très, très clair encore sur les impacts de l'environnement. On a ces 4 grandes familles qu'il a évoquées. On pourrait rentrer dans le détail, mais ça serait un petit peu plombant. Hein, mais on va dire que le constat est assez sombre en matière d'impact sur la biodiversité, que ce soit de la grande biodiversité ou des fonctionnements des écosystèmes. Qu'on commence à avoir une connaissance qui s'affine sur les impacts sur la santé humaine et que ce n'est pas forcément les indicateurs les plus réjouissants non plus, et qu'en matière d'impact économique, évidemment, tout ce pétrole, tous ces matériaux qu'on gâche a lui-même des conséquences économiques, et puis ces dysfonctionnements de l'environnement qu'on provoque sont aussi des choses néfastes. Donc il faut agir. Il faut trouver des solutions à ça. Alors, ces solutions, elles ont déjà été posées, enfin les bases de ces solutions, elles ont déjà été posées dès 1972 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, par l'ONU, dans la conférence de Stockholm, qui a posé ce qu'on appelle les bases du développement durable. Alors, on va tout de suite mettre un peu les pieds dans le plat. Le développement durable, un peu tarte à la crème, tel qu'il est sorti toutes les 5 minutes de façon bien pensante, c'est les fameux trois grands piliers. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui a sorti ces 3 grands piliers, mais ils n'existent pas du tout hein, dans les bases des théoriciens du développement durable. Il y a un pilier, qui est l'environnement, sur lequel viennent s'asseoir le pilier social et le pilier économique. Mais en gros, il y a bien un socle. Le socle, c'est l'environnement, parce qu'effectivement, dans un environnement dégradé, l'homme n'est pas en bonne santé, l'homme n'a pas des activités économiques fonctionnelles. Donc, il faut insister là-dessus. C'est pas un choix. On fait pas un choix entre l'économie, le social et l'environnement. Non, on préserve l'environnement et c'est en préservant l'environnement qu'on peut s'assurer d'avoir un développement harmonieux socialement et économiquement. Ça, c'est vraiment un élément qui est très, très important parce que du coup, on découle toute la perception et toute la connaissance qu'on peut avoir de ce qu'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, si on fait un raccourci très rapide, certains vont dire c'est le recyclage, mais en fait, si on revient aux fondamentaux, on va se rendre compte que ce n'est pas le recyclage, justement, que le recyclage en fait partie, mais que c'est un petit peu le dernier élément de toute la chaîne. En fait, l'économie circulaire, c'est avant tout mimer le fonctionnement de la nature. C'est ça l'objectif. Et la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est avant tout économe en ressources et en énergie, en moyens, donc, entre guillemets. Elle est résiliente, c'est-à-dire que tout ce que fait un organisme est en général, comment est-ce que je pourrais dire ça, assimilé, accepté, engagé par le reste de l'écosystème. Hein, voilà, quand un poisson meurt, il est aussitôt consommé par d'autres. Il sert aussi à la vie, en fait. Hein, il ne meurt pas juste dans son coin. Et donc, l'économie circulaire, le principe du fonctionnement de l'économie circulaire, c'est ça, c'est remimer ces grands fonctionnements, c'est-à-dire s'asseoir et s'appuyer sur ces principes-là en utilisant des matériaux et des ressources qui sont renouvelables au vrai sens du terme, c'est-à-dire assimilables par l'environnement, que ce soit en qualité ou en quantité. C'est un élément qui est très important, qualité et quantité. On est aujourd'hui très nombreux sur Terre et cette notion de quantité, elle est importante parce qu'une petite pollution toxique émise par quelques individus n'a pas forcément de grandes conséquences sur l'environnement et une petite pollution très peu toxique émise par énormément d'individus va, elle, avoir d'énormes conséquences. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est capital. Et donc, pour finir, quand on n'est pas capable, puisque nos sociétés ont évolué en n'ayant pas cette réflexion d'économie circulaire à la base, quand on n'est pas capable d'avoir cette utilisation de ressources qui sont assimilables par l'environnement, mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable, nous-mêmes, êtres humains, de les gérer, c'est-à-dire d'éviter qu'elles nuisent à l'environnement, qu'elles finissent dans l'environnement, et être capable de les réutiliser. Et c'est là qu'on parle effectivement de réutilisation, réemploi et recyclage. Vous voyez bien, c'est tout un process intellectuel en fait, hein, qui pose les bases des solutions. Alors, quand on parle de plastique, qu'est-ce que ça veut dire? Romain l'a très bien dit, ça veut dire avant tout réduire. Je pourrais le dire 10 fois d'affilée et je n'aurais pas assez insisté. Réduire parce que ce sont des matériaux qui sont très complexes, réduire parce que la nature ne sait pas faire avec, réduire parce qu'aujourd'hui, les solutions qu'on a pour les éliminer sont encore trop complexes et on n'en connaît pas forcément toujours très bien les conséquences de ces mêmes solutions. Et donc, il faut réduire. Il faut réduire parce qu'en gros, durant les 20 dernières années, 15 dernières années,
on a consommé 2 fois plus de plastique que durant les 50 précédentes. Et au rythme où on va, dans les 10 prochaines, on consommera 40 à 50% de plus de plastique qu'on en consomme actuellement. Donc, il y a une espèce de folie, d'addiction au plastique qui est née, en fait, tout simplement d'un fait assez simple. Le plastique, ce n'est pas très cher. Le plastique, c'est fantastique d'un point de vue technologique, seulement d'un point de vue technologique, parce qu'on peut en faire tout ce qu'on veut. On peut le modeler à la forme qu'on veut, on peut lui définir les usages qu'on veut, on peut lui définir les propriétés qu'on veut. Et donc aujourd'hui, se passer de ce matériau, c'est bien plus difficile que ça n'en a l'air. Mais néanmoins, c'est la vraie priorité, c'est d'arrêter cet énorme robinet. Aujourd'hui, on estime à 15 millions de tonnes de plastique qui finissent au fond des océans par an, 35 à 40 en surface, enfin, qui arrivent jusqu'aux océans, mais c'est 100 millions de tonnes qui arrivent dans l'environnement global. Or, cet environnement global, c'est une espèce d'énorme réservoir potentiel pour les années à venir en matière de déversement de plastique vers les océans. Donc, il y a une vraie urgence, et il n'y en a qu'une seule, avant tout, celle-là, celle de réduire. Alors, réduire, ça passe... L'idée n'est pas de retourner dans nos grottes avec nos bougies et nos candélabres, même si parfois c'est un petit côté séduisant, ça serait tellement simple. Mais non, ce n'est pas vraiment ça la solution. La solution, c'est de repenser l'essentiel, peut-être se poser la question de ce que l'on met sur le marché, de l'utilité de ce qu'on met sur le marché pour certains, et surtout de repenser à comment est-ce que ces produits-là sont faits pour durer. Donc s'attaquer prioritairement et s'intéresser prioritairement aux produits hyper éphémères. Alors, beaucoup ont été très médiatisés parce qu'ils sont symboliques, qui sont la paille, le gobelet jetable, etc. Mais on ne va pas se leurrer, ce n'est pas forcément là qu'est l'essentiel de la pollution plastique. Si je vous parlais, par exemple, des plastiques d'enrobage de semences agricoles, je pense que je verrai des grands yeux s'écarquiller devant moi parce que vous n'imaginez pas que quand on plante des graines aujourd'hui en agriculture intensive, on lui met une petite couche de plastique autour et que ça fait quelques milliers de tonnes par an à l'échelle planétaire qui finissent directement dans l'environnement. Je pourrais vous parler des plastiques, des peintures routières, je pourrais vous parler de mille et un autres plastiques. Donc effectivement, c'est ça l'urgence, c'est de faire des produits qui sont plus pérennes, des produits où le plastique a vraiment une justification technique et un vrai atout. Et puis, in fine, comme le disait Romain, développer sur ceux qu'on n'a pas réussi à réduire, développer une collecte de qualité, parce qu'aujourd'hui, c'est un des problèmes majeurs, c'est que nos collectes sont assez dysfonctionnelles, et de recyclage, évidemment, qui va avec. Alors, j'ai essayé de faire le plus condensé possible. Je suis bien conscient que c'est un peu difficile à digérer à 20 heures, mais l'idée, c'est qu'on échange. Voilà. Et si je vous assomme avec les milliards de chiffres, ça ne va vraiment pas être fun du tout. Donc, je vous laisse la parole maintenant. On a plein de questions déjà. Plein de questions. On a une question Romain, tu as envie de te saisir directement des questions, donc je te laisse. Ouais, on va faire, t'inquiète pas Marc, on va s'en occuper. On a une question de Hugo, des chercheurs du CEA. Quels sont les liens entre la Tara et l'énergie atomique? En fait, le CEA en France a abrité, dans les années 80, le centre de séquençage ADN de France. Pour séquencer le chromosome 14 que la France devait séquencer, c'est le CEA qui l'a financé. Il n'y avait que là qui avait de l'argent. Et donc, ils ont financé ça. Donc, c'est resté. Maintenant, tous les échantillons de Tara qui arrivent de Tara vont au CEA pour se faire séquencer l'ADN, la génomique. Voilà pourquoi il y a le CEA. Puis CEA, maintenant, c'est atomique, et puis c'est aussi énergie nouvelle. Il n'y a pas que l'atome qui est dans cette institution. Il y a les bateaux qui récupèrent le plastique, question de Juliette, dans les océans. Ça va donc perturber ce nouvel environnement. En fait, ça, je vais l'apprendre. Juste un mot, Romain. Dans certains cas, il y a écrit en direct ou via l'animateur. Et donc, quand les questions sont en direct, proposez à celles ou ceux qui posent la question de la poser en direct. Et quand c'est les voir et de les entendre. Et quand c'est l'animateur, c'est toi qui pose la question? Non, là, tu peux t'en saisir en direct sans passer par mon truchement. D'accord. Est-ce que les bateaux qui récupèrent le plastique dans les océans vont perturber l'écosystème? En fait, ce que je voulais dire, c'est peut-être mal compris. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, c'est tellement diffus comme pollution.
C'est tellement petit, microscopique. La majeure partie de la pollution, c'est 90%, c'est des microplastiques. Qu'on ne peut pas nettoyer ça. Si on nettoie ça, on va prendre des filets très petits, qui étaient toute petite maille, et on va ramasser tout ce qui vit dans l'océan, en fait, avec. On va avoir une soupe de plancton qui va venir avec. Donc, en fait, et puis c'est tellement vaste, l'océan, qu'aujourd'hui, ce plastique qu'on a mis dans l'océan, il va s'échouer sur les plages, on peut le ramasser, et il faut le ramasser. Il va sédimenter au fond de l'océan, dans le sédiment, et il aura moins d'impact que là où il est aujourd'hui. Mais surtout, il faut arrêter l'hémorragie, en fait. Il faut arrêter ça. Oui, et bien souligner le fait qu'il n'est pas qu'en surface. Ouais, Effectivement, en plus. il est dans toute la profondeur de la colonne d'eau, donc on ne peut pas imaginer des filets qui aillent nettoyer toute l'épaisseur de la mer, c'est juste pas possible. Voilà, question suivante de Léa Titeka. Quel type de plastique se trouve le plus massivement dans la mer? Alors, en surface, on voit beaucoup de polyéthylène, polypropylène, polyester. Voilà, mais il y a beaucoup de plastiques qui sont plus lourds que ça, qui sont le PVC, le PET, ça coule. Et donc, au fond de la mer, il y a beaucoup de plastique aussi. Donc, en fait, tous les plastiques, on les trouve quasiment dans l'océan, et ceux en surface ou au fond de la mer. Quand vous voyez des images de sous-marins, souvent, au fond de l'océan de la Méditerranée, par exemple, il y a des amoncellements de bouteilles plastiques qui datent de certaines bouteilles des années 80, hein, sont encore là. Vous proposez comme solution de réduire la consommation de plastique et de recycler le plastique. Quelle responsabilité donnez-vous à la production de plastique en amont de la consommation? C'est pour toi, Henri. J'imagine que c'est une question qui fait écho à la dernière étude par une ONG australienne là, qui parlait des 50 plus gros pollueurs de la planète, donc, qui sont essentiellement des pétrochimistes, hein, qui ont été pointés du doigt. Effectivement, aujourd'hui, on apprend avec pas mal d'étonnement qu'ils sont qu'une cinquantaine, en fait, à être vraiment leader de ce marché. Souvent, on focalise l'attention sur les transformateurs des produits plastiques, donc on va accuser ceux qui fabriquent les bouteilles d'eau, ceux qui fabriquent les pailles, et on s'intéressait jusqu'à présent assez peu aux gros acteurs que sont les pétrochimistes. Et effectivement, il y a un gros levier d'action possible avec eux, parce que, en fait, ils sont peu nombreux, et donc c'est toujours intéressant d'aller travailler avec des gens qui ont une capacité d'agir très, très forte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, ce ne sont pas des gens qui se sont beaucoup appropriés la problématique. Ça commence, sans qu'il commence à y avoir un début de réflexion, et notamment sur les volumes qui sont mis en marché, les stratégies qui sont mises en œuvre pour pouvoir les récupérer lorsque les produits sont en fin de vie, et les matériaux alternatifs qu'on peut utiliser. Donc oui, effectivement, c'est un sujet qui est très, très intéressant de s'intéresser aux pétrochimistes. Et après, je donne la parole à Sephora en direct, mais avant qu'elle prenne la parole et qu'elle se prépare, il y a une question qui relaye un peu ce que tu viens de dire. Comment agir pour contraindre les gros pollueurs et arrêter la culpabilisation du comportement individuel? C'est très bien, ça fait complètement écho à la stratégie que je défends depuis très très longtemps. On a notre responsabilité individuelle, hein, indéniablement, mais en tant qu'individu, on agit dans un contexte, dans un cadre qui nous est fourni. Et si par exemple on ne vous met pas de poubelle à disposition, c'est difficile de jeter vos déchets dans une poubelle. C'est un peu de la palissade dit comme ça, mais c'est quand même un peu ça le fond de la problématique. Et effectivement, on est bien obligé de constater, et Romain l'a dit tout à l'heure, qu'en fait, l'outil réglementaire, il est primordial. On me pose souvent la question, qu'est-ce que vous privilégiez comme approche? Est-ce que c'est une approche contractuelle, de dialogue, ou est-ce que c'est une approche réglementaire? En fait, les deux, parce qu'on se rend compte au quotidien que lorsqu'une entreprise veut bien faire, si elle fait ça dans un contexte où les autres ne veulent pas bien faire, en fait, elle est forcément perdante. Parce que bien faire, ça coûte plus cher, tout simplement parce qu'on est le premier à le faire, parce qu'on n'a pas encore le cadre qui facilite les choses pour le faire. Et donc, on se retrouve souvent en difficulté économique, et je ne compte plus les petites startups et les PME que j'ai rencontrées qui avaient des solutions vraiment intéressantes et qui ont disparu corps et biens. Parce que, en fait, effectivement, quand vous mettez en place un système, par exemple, de consigne sur votre propre emballage, imaginons que demain, vous êtes un vendeur de boissons et vous décidiez tout seul de mettre une consigne pour que vos clients ramènent votre boisson, et donc il n'y ait aucun emballage de votre marque qui finisse dans la nature. Ça veut dire qu'en fait, vous allez proposer votre boisson à 20, 30, 40 centimes plus cher que le concurrent qui n'a pas décidé de le faire. Bon, en gros, ça revient à quoi? Vous allez couler dans les 6 mois, votre concurrent récupère le marché, et en gros, on n'a rien solutionné du tout. Et là, effectivement, on a besoin d'un cadre réglementaire. Donc, le gros de l'action aujourd'hui, c'est d'arriver à convaincre nos décideurs, globalement, à l'échelle
nationales, européennes et internationales, d'avoir un peu de courage et de prendre des mesures qui ne sont pas forcément populaires, pas forcément faciles, qui sont forcément sous pression très très forte vis-à-vis des enjeux économiques qui peuvent se jouer de part et d'autre, et de prendre ces mesures-là pour justement avoir un contexte qui soit favorable aux meilleurs et à ceux qui font le mieux. Merci Henri. Alors, il y a une question de Sephora Balmer. À toi, Sephora, de prendre la parole, allumer le micro. Oui, du coup, bonjour à tous et merci pour cette conférence très enrichissante et très inspirante. Et du coup, en fait, j'avais deux questions. Je voulais vous demander si déjà vous avez déjà utilisé des espèces sentinelles telles que des mollusques qui, de par leur fonction bioaccumulatrice de polluants biopersistants, sont assez intéressantes pour quantifier justement la pollution en milieu marin. Et est-ce que donc, vous avez déjà utilisé ce procédé et effectué des comparaisons inversées? Et si oui, est-ce que vous avez observé une corrélation justement entre la quantité de plastique produite par un pays et celle retrouvée dans l'océan avoisinant ce pays? Je vais répondre, c'est une bonne question. Que justement les déchets plastiques sont éparpillés un peu partout. Merci Sephora. Effectivement, vous avez vu juste, on a utilisé notamment en 2019 des moules qu'on mettait dans les cages, dans les fleuves, un mois avant que le bateau arrive. On est allé mettre les moules dans les fleuves, puis sur différents endroits du fleuve. Une moule, ça filtre 25 litres d'eau par jour pour manger. Et donc, ça a accumulé pendant un mois avant qu'on arrivait pour les relever. Tous les petits polluants, en fait, et pas que les plastiques, ça accumule aussi d'autres choses. Et les résultats ne sont pas connus encore. Mais il faut savoir aussi que pour votre gouverne, et peut-être pour que vous compreniez bien le niveau d'ignorance dans lequel on est, c'est que la première publication scientifique qui parle de plastique dans les rivières, elle date de 2017. Avant 2017, on ne savait pas. La première fois qu'on s'est intéressé au plastique dans la mer, Tara était un des pionniers, en 2010, c'était il y a 11 ans qu'on a pris conscience de ce problème, peut-être 12 ans. Donc on est vraiment en face d'un problème de science où on ne connaît rien en fait. Il y a beaucoup plus de questions que de réponses en fait aujourd'hui. C'est ça qui n'est pas facile non plus pour argumenter l'impact du plastique, c'est qu'en fait on a beaucoup d'endroits où on n'a pas la réponse pour un politique, si c'est noir ou c'est blanc. Donc, il faut agir. À chaque fois, c'est souvent gris. Et une autre question en direct, parce que c'est sympa d'avoir des questions en direct. Tu as raison, Marc. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tiens, une question par l'animateur. Tiens, Marc. Florène. Tu la vois, la question de Florène? Je vois très bien la question de Florène. Est-ce que vous travaillez avec l'industrie de production de plastique? Je pense notamment à la Plastique Vallée dans le Jura, par exemple, pour trouver des alternatives avec les industries utilisatrices de plastique pour inciter au zéro déchet. Et j'ai cru voir un peu plus bas dans le chat une question sur BIC, qui figure, je crois, parmi vos sponsors, que j'utilise, et je crois que ce sont des stylos plastiques, évidemment. Alors, le Jura, Henri, il adore. Oui, effectivement. C'est ses grands copains. C'est une région qui me tient à cœur, qui est un peu mon terrain de jeu nature depuis longtemps. Plaisanteries mises à part et anecdotes personnelles mises à part, effectivement, ce sont des acteurs que je connais très bien, avec qui je discute en permanence, notamment le Centre technique industriel de la plasturgie, le cluster de la plasturgie. Effectivement, ce sont des gens avec qui on a des discussions, on a des échanges. Alors, les plasturgistes sont des transformateurs de matière. Il faut bien imaginer que dans le plastique, on a plusieurs métiers. Ce n'est pas toujours évident de bien comprendre comment ça s'organise, tout ça, mais on a très en amont la pétrochimie, donc qui extrait le pétrole et qui transforme les molécules de pétrole en plastique. Alors, plastique avec un S, hein, c'est vraiment plein de sortes de plastiques différents. Et puis après, on va avoir des gens qui vont recevoir ce matériau-là sous forme en général de petites billes ou de plaques et qui vont le transformer en article, en produit de consommation. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les plasturgistes. Et puis derrière, on a les metteurs en marché. Donc, les metteurs en marché, ce sont les marques qui vont utiliser ces produits pour conditionner, emballer leurs aliments, leurs produits qu'ils vous vendent, et enfin le consommateur. Donc le plasturgiste, en gros, il est un peu entre le marteau et l'enclume, on va dire. C'est-à-dire qu'à la fois, son métier, c'est de vendre du plastique et d'en mettre sur le marché, mais ce n'est pas forcément lui qui maîtrise l'origine du plastique, la qualité du plastique, d'où vient ce plastique, etc.
Néanmoins, ce sont quand même des acteurs avec qui on a tout intérêt à travailler parce que on a tout un pan de recherche on va dire, sur l'éco-conception, sur les nouveaux matériaux, sur la recyclabilité. Voilà. J'ai commencé à discuter avec eux il y a quasiment une dizaine d'années maintenant. Je pense parmi les tout premiers représentants d'ONG à aller voir ces acteurs économiques-là. Et quand on parlait de recyclage, en fait, la discussion était un peu compliquée parce qu'on ne parlait pas du tout de la même réalité. Hein. Ils ne se demandaient pas du tout comment intégrer du matériau recyclé dans leurs produits. Ils se demandaient comment évacuer leur chute industrielle. On n'était pas encore du tout au stade où on en est aujourd'hui. Donc ça évolue. Je pense que cet échange, il les fait évoluer également. Nous, il nous permet de mieux comprendre les contraintes techniques pour arriver à solutionner les pollutions plastiques. Il faut qu'on arrive à bien les comprendre pour pouvoir les relever. Et c'est notamment ce qu'on fait avec BIC. On essaie de comprendre leurs contraintes techniques, leur modèle économique très particulier, qui est un modèle économique issu des années 60-70, hein, de la consommation de masse, tout simplement, de produits jetables. À l'époque, c'était perçu et conçu comme un vrai gain de qualité de vie, ces articles-là, pas chers, efficaces, solides, etc. Puis aujourd'hui, on se rend compte effectivement de la difficulté. Et quand je dis on, c'est nous, Tara, c'est vous, citoyens, mais c'est également eux, industriels, qui se rendent compte des conséquences qu'ont ces produits-là sur l'environnement et sur la nécessité de trouver d'autres modèles. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Hein. C'est-à-dire que derrière, il faut trouver pied à pied des solutions pour remplacer les matériaux les plus problématiques. Nous, on essaie d'aborder, comme disait Romain, les choses de façon très, très pragmatique. Donc, on ne va pas être dans un stop tout de suite où on ne veut pas parler de plastique tout de suite parce que ça ne serait juste pas envisageable. C'est juste un non-sens. Il faut qu'on accompagne ces industriels à trouver des solutions en les aidant à définir quelles sont les priorités. Et typiquement, quand on parle de plastique, pour nous, les priorités, c'est deux choses. C'est la masse qui est mise sur le marché, qu'on a évoqué, hein, les volumes, la réduction des volumes. Et la deuxième chose, quand on parle de réduire les volumes, c'est de s'attaquer avant tout aux plastiques les plus problématiques. Parce que tous les plastiques n'ont pas les mêmes conséquences environnementales et sanitaires. Il y a des plastiques qui sont plus problématiques que d'autres, notamment deux grandes familles, ce qu'on appelle les plastiques chlorés, donc les PVC, les PVDC, etc. Donc PVC, c'est les tuyaux d'eau, certains emballages. Les PVDC, c'est des microfilms de plastique et notamment le tout petit film de plastique que vous avez dans le bouchon de votre bocal. Si vous retournez votre bocal, ce n'est pas tout de l'acier. Au fond, c'est un plastique particulier, PVDC. Et puis l'autre famille, c'est les plastiques qu'on dit styréniques. Donc, c'est les polystyrènes expansés, etc. Donc, les premiers, ils posent des gros problèmes environnementaux parce qu'en fait, il y a du chlore dedans et donc, quand ils se dégradent et qu'ils sont brûlés, ils font des pluies acides. Ce n'est pas très, très sympa pour la planète. Et puis, les seconds, en fait, ils ont des problématiques de toxicité très, très fortes. Vous parliez tout à l'heure des moules et on a aujourd'hui largement démontré que ces plastiques en particulier, en gros, ils sont reprotoxiques très fortement sur la moule. Ils l'empêchent de se nourrir de façon correcte. Et même sur des organismes plus évolués comme le mérou, on constate des taux de cancer très très forts sur ces mérous qui sont soumis à des fortes pressions de polystyrène. Donc on va accompagner effectivement les industriels et notamment BIC dans cette réflexion-là sur comment on va dire passer à d'autres matériaux, à d'autres façons de faire. On est vraiment engagé, hein, je veux dire, tous les jours. Hein, et donc, mais on se dit que le problème est tellement important qu'on ne peut pas faire l'économie du dialogue, en fait. On ne peut pas faire l'économie d'aller vers l'autre, d'aller vers les problèmes, de trouver des solutions, de réfléchir ensemble à des solutions, d'apporter de la connaissance scientifique et des gens et d'avoir un effet de levier pour être à l'échelle de l'enjeu, en fait. Et pour être à l'échelle de l'enjeu, ça ne suffit pas de convaincre vous et moi. Il faut changer le système. Il faut changer les lois. Il faut changer la R&D des entreprises. Il faut changer la façon de consommer des gens. Il faut changer la réglementation internationale sur ce qu'on met dans les plastiques, les additifs qu'on met dans les plastiques. Il faut qu'on change ça, qui sont toxiques pour la plupart. Et ça, c'est le dialogue, en fait, qui peut faire ça. Il faut faire une preuve d'une bonne dose de pragmatisme pour arriver à dialoguer avec L'Oréal, avec des gens qui ont des volumes de plastique complètement déments, en fait, hein, complètement déments en termes de masse annuelle. Et c'est ça, en tout cas, c'est là que nous, on pense que le combat se trouve, c'est là que nous, on met toute notre énergie pour ça. Alors, je reviens sur la question de Hugo.
Que pensez-vous des mouvements zéro waste, colibri, etc. Est-ce qu'un véritable changement peut venir de la simple agrégation des comportements individuels? Henri peut répondre, mais moi je veux aussi vous répondre, c'est que je pense que c'est une conjonction de choses à faire. Il n'y a pas une solution. Et souvent, j'entends un mec qui va vous dire, financez-moi, je vais nettoyer l'océan. Et tout le monde dit, c'est super, il y a un mec qui va nettoyer, comme dans la rue à Paris. Je veux jeter ce que je veux dans la rue, il y a un mec qui est là pour nettoyer. Mais en fait, non. En fait, ce n'est pas ça. Il n'y a pas malheureusement une solution miracle à ce problème. Mais effectivement, on est tous consommateurs et donc on a un pouvoir fou en achetant des choses. C'est tout à fait ça. Alors, des initiatives comme Zero Waste, etc., elles sont indispensables. Elles sont indispensables parce qu'elles montrent une démarche absolue. Et c'est bien qu'il y ait des individus qui, dans nos sociétés, démontrent des démarches absolues. Elles montrent des possibles. Après, à l'échelle d'une société, un changement, il n'est pas possible de façon radicale. Donc, il faut ces gens-là qui donnent un cap. Et puis, en même temps, il faut d'autres qui changent plus doucement, qui apportent plus lentement des changements qui sont acceptables par tous. Voilà, en gros, on peut le dire comme ça. Donc, je rejoins complètement Romain. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas d'un côté Zero Waste qui a la solution et les autres qui ne l'ont pas, ou les autres qui ont la solution et pas Zero Waste. Non, c'est effectivement la conjonction de l'ensemble de ces solutions qui nous permettra de sortir de la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui avec ces problématiques-là. Voilà, et aujourd'hui, le plastique biodégradable n'existe pas. Hein. Le plastique biodégradable dans la nature, dans votre champ, là, dans votre jardin, vous le laissez, vous allez voir, hein, ça n'existe pas en fait. C'est biodégradable, la norme, c'est dans un composteur industriel pendant 1 mois à 60 degrés. Donc en fait, dans la nature, ça n'existe pas. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont pas bien du coup parce qu'on induit en erreur beaucoup de consommateurs avec des pubs ou des notations biodégradables. Ça n'existe pas. C'est une raison qui est vraiment, pour moi, fondamentale de notre action avec les industriels, c'est de les amener à prendre des mesures qui peuvent ne pas être les mesures les plus faciles en termes d'image de marque, mais qui sont des vraies mesures efficaces. Je conçois tout à fait que pour certains, le fait qu'on travaille avec des grandes majors, c'est quelque chose d'un peu difficile à accepter et imaginer. En même temps, je vais vous donner un chiffre. Quand un consortium d'ONG, il y a 6-7 ans, réussit à convaincre IKEA de supprimer le polystyrène expansé de l'emballage de ses produits, d'un coup de baguette magique, il leur retire 20% du polystyrène expansé produit en Europe. Comme ça. Parce que c'est IKEA, parce que c'est une entreprise qui est gigantesque et qu'elle en consomme de façon complètement folle. Donc, effectivement, on peut se dire que travailler avec ces entreprises, c'est toujours un peu difficile, voilà, etc. Ce ne sont pas des gens qui font tout bien, mais en même temps, ce sont des gens qui ont une capacité de changement des choses qui est vraiment très, très importante. Et nous, ce qui est important, c'est quand on les accompagne, c'est qu'on n'aille pas vers la facilité, qu'on ne soit pas, je vois qu'il y a une question qui traîne sur les PFAS, là, sur ces fameux additifs qu'on ajoute, qui sont des plastiques, hein, soit dit en passant, les PFAS sont des plastiques qu'on ajoute à plein de produits pour en améliorer la résistance, l'imperméabilité, etc. Et puis aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que en fait, la solution, par exemple, sur les produits jetables, sur la vaisselle jetable, on s'est dit, on va interdire la vaisselle jetable en plastique. On ne s'est pas dit, on va avoir une réflexion un peu plus sérieuse dans la société sur comment est-ce qu'on accompagne le citoyen à se rendre compte que c'est complètement aberrant d'avoir de la vaisselle jetable. Donc, du coup, on a fait de la vaisselle jetable en papier. Sauf que si vous avez du papier, je vous propose de verser un peu de liquide sur votre feuille de papier d'imprimante et vous allez voir, en général, ce n'est pas très, très étanche. Donc, il a bien fallu trouver une solution pour étanchéifier ce papier. Et cette solution, c'est du plastique. Parce qu'on ne sait pas faire autrement. On ne sait pas étanchéifier quelque chose, un matériau, sans plastique. Donc, en gros, on a trouvé un plastique qui est hyper toxique, hyperfluorocarboné, qu'on a ajouté à ce papier pour en faire un papier étanche. Mais en termes d'image, on a juste dit, ça y est, j'ai résolu mon problème, ce n'est plus de la vaisselle jetable en plastique, c'est la vaisselle jetable en papier avec 0,00000 quelque chose de plastique. Sauf que ce plastique-là, il est finalement bien, bien pire que le plastique 100% plastique qu'on avait avant. Et ça, c'est vraiment ce que nous, on ne veut pas. Voilà. C'est se dire que parfois, il faut du temps. Parfois, la solution, elle ne va pas venir immédiatement. Parfois, la solution, ce n'est pas simplement interdire le plastique. Parfois, la solution, c'est d'y aller avec des solutions qui vont mettre du temps, qui vont nécessiter d'accompagner les clients, d'accompagner l'entreprise. Et c'est ça qui est important. C'est que les solutions en soient des vraies. Il y a une question sur l'acidification de Florène. Oui, on travaille dessus, Florène, mais l'acidification, elle va avoir un impact à la fin du siècle, à peu près.
On va mesurer l'impact à la fin du siècle. Avant ça, la température, le réchauffement de la mer, hein, qui se réchauffe jusqu'à 800 mètres de profondeur jusqu'à maintenant, et qui permet que la vie sur la planète, hein, il n'y aurait pas la mer qui stockerait toute cette énergie. Depuis 200 ans, la vie de Terre serait invivable déjà depuis une bonne cinquantaine d'années. Hein. Donc, il ferait trop chaud en fait. Donc, la mer régule beaucoup. Et l'impact de cette capture de température, de chaleur, c'est qu'elle se réchauffe, mais surtout qu'il y a plein de zones d'océan qui se désoxygénisent. Il n'y a plus d'oxygène dans l'océan, dans plein de grandes zones. Il n'y a plus de poissons, du coup, ils vont ailleurs. Ils ne vivent pas là. Et ces zones augmentent avec la température, donc l'océan qui augmente. C'est un phénomène physique. Donc l'acidification, oui, mais je dirais que c'est un mot qui fait peur, l'acidification, parce qu'on voit ce que ça fait l'acide. Mais en vrai, l'urgence du problème, il y a d'autres trucs plus urgents que ça aujourd'hui dans les enjeux de l'océan. Ulfa me dit qu'il y a un écosystème qui s'est développé autour des molécules de plastique. La nature ne serait-elle pas en train de s'adapter? Elle s'adapte à tout, la nature. Hein. D'ailleurs, elle est comme nous. Hein. On s'adapte à tout, les humains. On a une résilience complètement folle. On s'est adapté à un confinement pendant 55 jours en 2020. On s'est tous adaptés. On a tous quasiment respecté à 95-19% les contraintes. Donc, on est vraiment très, très fort. Et la nature est pareille, finalement. Et s'adapte à tout, effectivement. Le problème, c'est que on a observé que ces radeaux, finalement, qui flottent sur la mer, transportent des virus qu'on trouvait ailleurs dans des zones de l'océan, qui transportent et qui traversent l'océan, en fait, qui amènent des espèces qui n'étaient pas là avant, et qui fait comme si on transportait des espèces invasives. Donc ça, c'est un sujet. On pense même qu'il y a des vibrios, le choléra pourrait traverser la Méditerranée comme ça un jour, de cette façon-là, pour faire peur. Mais bon, moi, j'y crois pas trop, pour le choléra en l'occurrence. Il est très optimiste, Romain. Moi, si tu me permets, Romain, j'ai une autre question d'Ulfa qui me plaît beaucoup. Alors, comme ça, on va piocher la question, c'est un peu lamentable. Égalité entre pays. C'est la question sur les produits éco-responsables qui sont assez chers, parce que cette question, elle est fondamentale, effectivement. Pourquoi est-ce qu'ils sont assez chers? En fait, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, qui paye les dégâts quand on met sur le marché un produit qui est mauvais pour l'environnement? C'est le collectif. C'est le patrimoine collectif qui est l'environnement, mais c'est aussi nous, quand il y a à payer les pots cassés, le nettoyage des plages, par exemple, c'est évidemment le collectif qui le paye, ce n'est pas ceux qui ont mis sur le marché. Et donc, les solutions éco-responsables, elles sont plus chères parce que, en fait, elles sont nouvelles, donc il faut le temps que leur recherche et développement soient amortis, il faut le temps qu'elles se massifient. Et c'est en ça, quand on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que le cadre réglementaire dans lequel tout le monde puisse travailler avec les mêmes fondamentaux, les mêmes bases, est vraiment primordial. Et par exemple, quand on a discuté sur la dernière loi, qui est la loi anti-gaspillage et économie circulaire, on a réussi à obtenir qu'on ne puisse plus mettre sur les emballages plastiques le côté bon pour l'environnement, biodégradable, c'est parfait, ne vous inquiétez pas. Voilà, tout simplement parce que, effectivement, il y a une espèce de... Il suffisait de le mettre, il n'y avait pas de cadre légal, on voyait bien que c'était de toute façon impossible à faire appliquer, et en fait, on avait des entreprises qui vendaient des emballages pas du tout respectueux de l'environnement, qui a posé cette mention-là, pendant que d'autres faisaient un travail vraiment de fond, ne le claimaient pas forcément, et donc il y avait une espèce de disproportion entre l'effort et la valorisation de l'effort. Pendant que Dylan se prépare pour poser ses questions en direct, je pose une question très économie circulaire de Madame Choubidou, lauréate de l'Institut de l'engagement, de la promo des engagés du Covid, qui est couturière et upcycleuse, et qui donc écrit dans le chat qu'elle se fait invectiver parce qu'elle pollue énormément. Et elle pollue parce qu'elle fabrique des choubidous, et elle fabrique des choubidous avec des matières textiles et parfois des matières textiles plastiques, mais dans une logique d'upcycling et d'économie non seulement circulaire, circuit court, solidaire et en mettant de la beauté dans la vie. C'est quoi choubidou? C'est quoi un choubidou? Un choubidou, c'est un petit personnage confectionné avec amour en textile par Madame Choubidou. D'accord, ok. Écoutez, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ce qu'on mesure à l'entrée des stations d'épuration des eaux usées, il y a dans les particules qu'on trouve, il y a à peu près un quart de fibre et 3/4 de plastique. Mais quand je vous dis ça, je ne vous dis pas les fibres,
vous faites ça dans un truc synthétique, il y a des fibres qui s'envolent dans l'air, en fait. Hein, donc, c'est pas que Madame Chouitou qui pollue. Il était gonflé. Il était habillé, celui qui était. Il avait des vêtements ou il était tout nu, celui qui a fait cette remarque, Madame Choubidou? Je crois surtout qu'il a perdu de vue le fait que, au lieu d'entraîner le rejet et la traduction en déchets de ces textiles, Madame Choubidou les recycle et donc elle leur donne une nouvelle vie et donc elle permet justement de ne pas les jeter ni par terre, ni dans les rivières, ni dans les océans. Donc je pense effectivement que cette critique est plutôt malvenue. Dylan, t'es prêt? Oui, puis c'est toujours important de bien faire la part de l'anecdote et la part de l'essentiel. Je pense que si on travaille justement avec ces grands acteurs dont on parlait tout à l'heure, c'est parce qu'on a envie de travailler avec l'essentiel et pas avec l'anecdote. Je pense que Madame Choubidou, la pollution qu'elle pourrait émettre est quand même très, très anecdotique. Donc, intéressons-nous d'abord aux gros problèmes. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, juste un élément. Aujourd'hui, on sait, les industriels du textile travaillent pas mal là-dessus. On sait que 30% de la perte de fibres, elle se passe au premier lavage. Donc, quand on est sur des vêtements qui sont très, très usagés, voilà, j'imagine que c'est ça le matériau qui est utilisé par Madame Choubidou, on est sur des matériaux qui perdent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de fibres. Question en direct de Léa ou de Dylan. Du coup, je vais commencer vu que Marc m'a donné la parole. Donc déjà, bonsoir et merci à vous de donner de votre temps pour intervenir auprès de nous. Alors moi, du coup, j'avais deux questions. La première, c'est... alors on sait que le plastique, effectivement, a un impact fortement considérable et négatif sur la vie et la biodiversité des océans. Mais on sait également que ce n'est pas le seul problème. Je sais qu'il y en a qui évoquaient le réchauffement climatique. Moi, ma première question, c'est quel est l'impact des autres pollueurs, entre guillemets? J'inclus le réchauffement climatique dedans, parce que ça a un impact aussi négatif, entre guillemets, par rapport à cette pollution plastique. Et ma deuxième question, c'est effectivement, on nous conseille tous les jours de réduire notre consommation plastique pour éviter justement les déchets plastiques, etc. Mais pourquoi il ne serait pas mieux de stopper totalement cette production de plastique et cette utilisation de plastique au niveau national et international, sachant qu'actuellement, on découvre des alternatives tout à fait naturelles et beaucoup plus écologiques à ce plastique? Romain, alors, la première question, tu peux la prendre si tu veux. Alors, redites-moi la première, du coup. La question, c'est quel est l'impact des autres pollutions Quel est l'impact des autres pollutions? Alors, moi, je voudrais déjà faire une remarque, c'est que en fait, on a tendance à mettre les choses dans des boîtes, et c'est bien normal, notre esprit rationnel humain a besoin de ça, mais les choses ne sont pas forcément séparées les unes des autres. Quand on parle de pollution plastique, il y a la pollution visible, le fait qu'il y ait des plastiques dans l'environnement, mais cette pollution plastique, elle génère des effets délétères sur le réchauffement climatique. Ce plastique, c'est du pétrole qui est extrait et c'est du pétrole qui se dégrade. Donc, ça a un effet. Il y a des chiffres qui circulent, qui sont un peu sommaire, mais grosso modo, on estime que quand on recycle 3 fois une bouteille de plastique, on fait une tonne de bouteilles plastiques, on fait une économie de 2,5 tonnes de carbone. Donc, ça montre que voilà, cette économie circulaire, elle est en lien avec la question du réchauffement. Les plastiques sont également en lien avec l'autre grande question environnementale, qui est la question de la destruction de la biodiversité par les toxiques. D'une part, parce que certains plastiques sont toxiques, ce qu'on a dit tout à l'heure, mais aussi parce que à ces 12 grandes familles de plastique qu'on a actuellement, on va ajouter environ 300 molécules chimiques pour en améliorer les performances. Alors, vous en avez certains en tête, les PFAS, les BPA, vous avez sûrement entendu parler, qui sont des plastifiants pour rendre les plastiques souples. Vous avez des anti-feux qui évitent que votre cafetière s'embrase s'il y a le moindre faux contact, par exemple. On est plutôt content de les avoir, ces anti-feux, mais il n'empêche que c'est des grosses saletés extrêmement, extrêmement toxiques. Etc., etc. Et donc, tout ça fait des liens. En fait, hein. Donc, on n'a pas d'un côté le problème du plastique, de l'autre côté le réchauffement, de l'autre côté la biodiversité. Si je voulais pousser le bouchon un peu loin, je dirais en fait, on n'a qu'un seul problème, c'est la biodiversité. Parce qu'en fait, la biodiversité, on en fait partie. Nous, on est rattachés au vivant. Notre sécurité, notre qualité de vie psychologique, sanitaire, d'être qui se reproduit est lié à la qualité de vie des micro-organismes et de l'environnement qu'on a autour de nous. Je peux vous donner un truc qui est quand même qui épate en général à tout le monde, juste se rappeler qu'on a en soi entre 1 et 5 kilos d'organismes exogènes. C'est les fameuses bactéries qui vivent à la surface de notre peau et dans notre système intestinal.
Notre Donc ça nous microbiome. compose même nous-mêmes. Et qu'aujourd'hui, il y a des scientifiques qui ont fait le lien entre l'état psychologique dans lequel on est, en bonne santé psychologique ou au contraire plutôt dépressif, directement en lien avec la qualité de ces micro-organismes. Donc c'est quand même qu'on est effectivement complètement en lien avec notre environnement. Et donc tout ce qui affecte cette biodiversité, qu'il s'agit des très grandes espèces ou des pour lesquels on est connecté, on ne sait pas trop comment, peut-être qu'on l'est, peut-être qu'on ne l'est pas, peut-être qu'on est connecté à certaines baleines, peut-être qu'on ne l'est pas du tout, peut-être que leur disparition aura un effet sur nous, peut-être pas. En tout cas, ça, on ne sait pas. Et je pense qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas prêt de le savoir, parce que ces liens sont tellement complexes qu'on n'est pas prêt de les décrypter complètement. Et également avec les micro-organismes, tout ça fait qu'on a une nécessité, une urgence à préserver l'ensemble des conditions qui fait qu'on est sur Terre de façon confortable et agréable, c'est-à-dire un certain climat, un certain équilibre des écosystèmes, une certaine absence de toxicité. Voilà. Donc, je ferai vraiment le lien entre tous ces éléments. Je pense que c'est vraiment important de ne pas dissocier les problématiques environnementales. Je suis bien d'accord, Henri. Il y a une question sur ça permet de stopper complètement la pollution de plastique. Bon, le plastique, ça emploie beaucoup de monde en France. Hein. Donc, stopper du jour au lendemain, on fait quoi? Et On au-delà de échange. ça, en fait, je pense qu'on ne le stoppera pas tout simplement parce qu'on ne va pas se mentir. On a des solutions de remplacement qui sont souvent bien pires. Moi, j'ai beaucoup entendu avec un certain effroi des promesses de solutions du type et si on remplaçait le plastique par le verre dans l'emballage, par exemple, ou par le papier. Bon, alors, d'une part, quand on a un emballage, la première chose qu'on cherche, et l'emballage, c'est vraiment la partie facile de la problématique plastique. Hein. J'insiste là-dessus, et les plastiques, c'est bien, bien plus compliqué de travailler dessus. Mais sur l'emballage, si on cherche un emballage, c'est pour qu'il ait une certaine fonctionnalité, notamment d'éviter que ce qui est dedans se détériore. Le verre, ça casse. Ça casse même assez facilement. Ça veut donc dire qu'on va avoir de la perte de produits qui sont à l'intérieur parce qu'on va avoir de la casse de verre. Est-ce que finalement, on aura eu un gain environnemental dans ce cas-là? Non. Le verre, c'est très lourd. Donc, ça veut dire que l'impact CO2 du transport de ce qui va être transporté en verre, ça ne va pas être très, très bon. Le verre, ça a un impact environnemental qui est monstrueux et ce n'est pas pour rien que les plus grandes mafias mondiales aujourd'hui sont toutes sur les ressources de silice. L'Inde, les pays d'Asie du Sud-Est, il y a vraiment toutes leurs mafias sont à fond sur ces questions-là parce qu'en fait, il y a des grandes valeurs ajoutées et parce que ça, en fait, on fait de l'argent en pillant l'environnement. On détruit des écosystèmes entiers pour aller chercher les ressources de silice. Est-ce qu'on a un gain environnemental? Là encore, pas vraiment. Donc, on n'est pas forcément, le gain environnemental, il n'est pas forcément celui-là. Ce n'est pas forcément le changement d'un matériau qui a l'air vertueux pour un autre. Et je pourrais parler du papier, ça serait exactement la même chose avec les pressions qui augmentent sur les forêts vierges. Et a fortiori sur les forêts du Nord. Donc, en fait, souvent, le gain, il va être complètement différent. On va prendre, par exemple, si on reste sur notre bouteille d'eau, le fait qu'on propose de l'eau qui vient d'un bout du monde à l'autre bout du monde, il y a peut-être un moment où il faudra qu'on se pose un peu la question. Et alors là, je ne dévoile pas de secret, mais même les plus gros vendeurs d'eau en bouteille de la planète aujourd'hui commencent à se dire que leur modèle, il y a quand même un peu quelques aberrations et aller vendre de l'Évian ou de la Contrex en Asie et aller vendre de l'eau des Fidji en France, il y a peut-être un moment où il y a un truc qui ne marche pas. Ce n'est pas la question de la bouteille en plastique qui pose problème, c'est le reste. C'est juste complètement crétin ce qu'on est en train de faire. Et ça, la connerie. Voilà. Alors, de la même façon, est-ce qu'on est obligé de boire de l'eau en bouteille? Alors, on va me dire, oui, arrêtons. Sauf que moi, je regarde, j'ai quand même entre 15 et 17% des Français qui n'ont pas de l'eau potable au robinet. Ça existe, c'est quand même une réalité, parce que, voilà, zone agricole, etc. En France. En France. Ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur dit? Ne buvez pas d'eau en bouteille? Non, moi, je préfère qu'on leur dise, on va vous vendre de l'eau, mais dans des gros contenants, parce que chaque fois qu'on vous vend une bouteille de 8 litres et demi, c'est en gros 50% de plastique en moins que quand on vous la vend en bouteille d'1 litre ou d'1 litre et demi. Et c'est déjà ça, c'est déjà un gros crantage. Et donc voilà, tout ça mis bout à bout, des solutions pragmatiques, simples, immédiates, nous laissent du temps pour réfléchir à une façon de repenser notre relation à la consommation un peu différente. Donc, vraiment, je le développerai de cette façon-là. Voilà, il y a une question sur que penser des plastiques conçus à partir de canne à sucre et de maïs. En fait, c'est des plastiques qui, à la fin, on crée du plastique à partir de sources végétales, mais c'est des molécules de polymères de plastique. Oui. Donc, on n'a rien gagné, en fait. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, on peut faire, c'est un peu le paradoxe complètement bizarre, on peut faire des plastiques
compostables. On ne va pas dire biodégradables parce que le terme n'est pas le bon. On peut faire des plastiques compostables à partir de pétrole. C'est tout à fait possible. On sait faire, il n'y a pas de problème. Et on sait faire des plastiques pas du tout compostables à partir de ressources végétales. Donc les deux sont complètement décorrélés. Ça n'a vraiment rien à voir. La source du matériau d'origine et la fin de vie n'ont rien à voir. Il faut par contre être bien conscient que c'est de la chimie et ça reste de la chimie, ce n'est que de la chimie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est d'origine de canne à sucre que si vous le sucez, vous allez trouver le petit goût sucré de la canne à sucre. Hein. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est un truc dans lequel on a mis un tas de gros bazar chimiques pour en extraire certaines molécules et pas d'autres. Et donc, en fait, on n'a plus rien à voir en dehors du marketing et de la communication avec le matériau d'origine. Je peux vous donner un exemple, c'est le lyocell, qui est cette fibre de bambou qui est largement présenté comme quelque chose de naturel dans la communication. Mais le lyocell, en fait, c'est du bambou qui a été tout simplement passé dans des solvants. Donc, on l'a dissous complètement jusqu'à extraire certaines molécules de carbone pour pouvoir refaire en gros une chaîne de plastique. Donc, c'est un plastique. Et si vous mettez le lyocell dans votre compost, je vous donne rendez-vous dans 30 ans, votre t-shirt, il sera toujours aussi joli. Question aussi au passage sur la différence entre le compostable et le biodégradable. Et puis juste, pas de question bête. La question, pas bête du tout, précédente, pas plus que celle de Sophie, sur l'utilisation des maïs et canne à sucre, je pense qu'elle est tout sauf naïve, sachant que Tiana est une journaliste spécialiste des questions et d'alimentation et d'environnement qui rêve probablement d'embarquer un jour sur Tara, parce qu'elle a dû entendre que dans chaque expédition, il y avait un journaliste à bord. Alors, j'ai évidemment pas parlé de l'aspect pression sur les ressources alimentaires qui pourrait naître de ces plastiques-là, parce que c'est encore un autre sujet, mais c'est un sujet qui est important également. Parle pas de tout, Henri. Voilà, sinon on ne s'en sort pas. Et donc, pardon, l'autre question, Marc, je ne l'ai pas. C'est le compostable biodégradable. Ah, compostable biodégradable. Alors, on va dire, comment est-ce qu'on va faire pour faire simple? Parce que pour le coup, ce n'est pas simple. Biodégradable, on va commencer par biodégradable, parce que c'est souvent l'argument massue qui est utilisé. En fait, il n'y a pas de biodégradabilité absolue, ça n'existe pas. La biodégradabilité, c'est deux choses, c'est les caractéristiques d'un matériau et les caractéristiques d'un milieu dans lequel ce matériau va être dégradé. Je vais vous donner un exemple qui, je pense, permet de bien illustrer. Si vous jetez votre peau de banane bio, j'insiste, parce que vous avez quand même pas acheté des mauvaises bananes. Si vous jetez votre peau de banane dans la forêt de Rambouillet ou de Fontainebleau, avec la richesse des écosystèmes, l'humidité qu'on a chez nous, surtout par ces temps-ci, la peau de banane va se dégrader entre 2 et 3 mois. Prenez cette même peau de banane, vous la jetez au Sahara, vous y retournez dans 30 ans, elle est sèche, racornie, mais pas biodégradée. C'est ça la biodégradabilité, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le matériau, sa capacité à être biodégradé, et l'autre, le milieu naturel dans lequel il est susceptible de l'être. D'ailleurs, on a une norme qui précise, qui essaie d'encadrer ce que font les industriels, et cette norme elle est séparée entre biodégradable dans les sols riches européens, biodégradable dans les eaux douces et biodégradable dans les milieux marins. Pour vous dévoiler tout de suite les choses, il n'existe aucun plastique qui soit capable de satisfaire aux 3 normes en même temps. Même ceux qui se prétendent biodégradables sont toujours biodégradables, soit dans les sols, soit dans les eaux douces, soit en mer, mais jamais dans les 3. Ça n'existe pas encore. Ça, c'est la première chose. Alors, compostable, alors. Et compostable, en fait, c'est cette même notion, sauf que le milieu réceptif dans lequel on va jeter le matériau, en fait, c'est un milieu qui est, on va dire, qui est maîtrisé par l'homme. Alors, il peut être de 2 sortes, soit le compost domestique, celui que vous avez au fond de votre jardin, soit le compost industriel. Alors, le milieu domestique, en gros, c'est une espèce de sol forestier riche, donc vous avez mis vos pelures de pommes de terre dedans. Donc ça, c'est quelque chose qui se dégrade assez facilement. Et puis, la compostabilité en milieu industriel, en fait, ce sont des usines, tout simplement, où on maîtrise l'humidité, la chaleur et la vie bactérienne pour que ça se dégrade un petit peu plus vite. En général, les industriels spécialistes du compostage ne veulent pas entendre parler du plastique compostable. Ça ne les intéresse pas, c'est un matériau qui est super casse-pied, ça met très longtemps à se dégrader, ça leur demande beaucoup de boulot et ça n'apporte rien au compost, puisqu'en gros, c'est un peu comme si on mettait de la lignine, c'est quelque chose qui est assez neutre. Donc, c'est juste casse-pied, ça n'apporte rien au compost, donc ça ne les intéresse pas. Donc, en gros, les plastiques biodégradables sont, comme le disait Romain tout à l'heure, sûrement une solution
pour tous les plastiques qu'on n'arrivera jamais à collecter et dont on n'arrivera jamais à se passer. Je pense notamment aux pneus de voiture, par exemple. Ce n'est pas vraiment des plastiques, c'est des caoutchoucs, mais c'est une famille qui n'est pas très très loin. Le fait que le pneu s'use sur la route, ça, je pense qu'on n'y pourra pas grand-chose, sauf à arrêter de rouler avec des pneus et trouver d'autres systèmes, peut-être. En tout cas, tant qu'on aura besoin de pneus, ça sera intéressant, et Michelin, je sais, le fait, creuse ces questions-là de comment est-ce que ces caoutchoucs-là peuvent être dégradés dans l'environnement et peuvent être le moins nocifs possible pour l'environnement. Donc ça, sur ces plastiques-là, la question de la biodégradabilité, elle est intéressante. Sur les emballages domestiques, c'est juste une rigolade. Une question de Florène qui dit que ça fait assez peur entre la surpêche, le réchauffement climatique, le plastique. Est-ce qu'on va réussir? Combien de temps reste-t-il aux océans? Comment réagissent les industriels? Les politiques sont-ils conscients des dangers? Alors, je vais peut-être apporter un élément de réponse. Jusqu'à il y a 40 ans, on croyait que l'océan était tellement vaste, tellement grand, qu'on pouvait tout y pêcher, tout y jeter, et que ça n'aurait aucun impact parce qu'on n'avait pas conscience finalement que la mer, elle faisait à peu près 800 mètres de profondeur en moyenne. Et que finalement, c'était tout petit, ce volume d'océan était par rapport à la taille de la planète, c'était tout petit. On a pris conscience de ça il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 générations. Et donc, ça prend du temps de se dire qu'en fait, il y a une limite à tout ça et on est en plein dedans. On est en plein dans cette transition, on est en plein dans ce moment où on se pose des questions, on comprend qu'il y a un problème. Je vous ai dit, le plastique, c'est il y a 10 ans qu'on voyait qu'il y avait un problème avec le plastique. La surpêche, c'est beaucoup plus vieux. Et on voit toutes les limites de tout ça. Et donc, on est en train de réagir. Le politique est en train de réagir, mais il réagit à la vitesse des électeurs, des prises de conscience globales de ces sujets. Je vous arrivez demain avec une solution en disant moi, j'ai tout compris. L'homme politique qui a tout compris, qui va dire on arrête ceci ou cela demain. Bah, la société n'est pas prête en fait à accepter, donc il ne sera pas élu le mec. Donc en fait, je pense que on est tout le temps en train de se dire de façon anxiogène, on n'a plus le temps, il faut vite faire le mur. Mais en fait, toutes ces questions environnementales, elles sont tellement complexes, elles sont tellement intriquées que si on se dit qu'il faut résoudre ça dans les 5 ans qui viennent, c'est pas possible en fait. Il faut donner des trajectoires à long terme. Et c'est là où on a tous un rôle à jouer sur le politique, c'est que il ne faut pas faire des plans à 5 ans. Ça ne marchera pas. On n'arrivera jamais à résoudre ces problèmes. Tous ceux dont on a parlé aujourd'hui. On n'arrivera à les résoudre que si on fait des plans à 50 ans. Voilà, on veut aller à 50 ans. C'est l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est quoi? Et pourquoi c'est important l'accord de Paris? C'est parce qu'on s'est tous fixés à l'unanimité des États de la planète qu'en 2070, il n'y a plus de pétrole, énergie pétrolière. Il n'y en a plus. On a 50 ans pour trouver autre chose pour remplacer cette production d'énergie. Il faut faire pareil sur la transition plastique, il faut faire pareil sur tous les sujets majeurs. On ne peut pas régler ça en 2 temps. Alors, ça fait 30 ans qu'on attend de bouger sur le changement climatique. Ça fait 30 ans 26 ans même que les COP climat se succèdent et qu'on n'arrive pas à cranter des choses. Bon, l'accord de Paris a cranté un truc. Et maintenant, c'est comment faire respecter l'accord de Paris. Et c'est là, c'est quand on vote. Mais si on ne pense pas comme ça, on ne peut pas penser positivement au futur. Ce n'est pas possible, en fait. Et l'océan, et pourquoi moi je suis optimiste? Parce que je pense au futur, parce que j'ai fait des enfants, et je pense à la dimension de leur vie qui est un siècle entre maintenant et le jour où ils vont disparaître. Et en fait, on est obligé de penser comme ça. Et quand on voit l'océan et qu'on voit à quel point l'océan reprend la vie reprend dans l'océan, dès qu'on lâche une pression, 3 ans plus tard, l'océan il a retrouvé toute sa capacité productive. Toute sa pristinité, il l'a retrouvée finalement. C'est archi résilient parce que ça va très vite. Comme j'ai dit au début de cette conférence, les micro-organismes tous les 15 jours meurent et se multiplient. Et donc, on a une suractivité dans l'océan qui fait que ça s'adapte finalement, ça se remet de beaucoup de pression. Et donc, vous n'avez qu'à voir le confinement de 55 jours qui a empêché les pêcheurs d'aller pêcher l'an dernier. On a vu les stocks en que 55 jours. On a vu les stocks de pêche changer. On a vu des effets en 55 jours. Ça peut vous dire à quelle vitesse ça se... C'est ça l'optimisme que moi je porte aussi avec Tara. Et parce qu'on le voit dans la mer, c'est qu'on lâche une pression. Les années qui suivent, tout revient comme avant. Vous détruisez un récif corallien à cause du changement climatique ou à cause d'une tempête. 7 ans plus tard, le récif il est pristine.
Donc il n'y a pas de fatalité, en fait. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est maintenant qu'on décide ce qui se passera demain, en fait. Il n'y a pas de fatalité. Il faut bien garder ça en tête parce que c'est comme ça qu'on vit et que moi, je vis en tout cas, et je pense Henri aussi, qui fait qu'on se bat tous les jours parce qu'on sait très bien que l'issue, elle est positive si on s'y prend correctement. Et ma vision complémentaire de l'optimisme, c'est l'engagement. Engagez-vous. Si ces questions-là, elles vous posent question. Si tu l'engagement, on y est bon, là. On est là où il faut. Ouais, engagez-vous. Ça donne du sens et ça, c'est vraiment important. Et les petits gestes sont importants. On pose souvent la question est-ce qu'il faut arrêter de trier ses déchets, etc. Non, évidemment, il ne faut pas. Mais c'est collectivement qu'on fait changer les choses. C'est collectivement qu'on fait pression sur les décideurs. C'est collectivement qu'on fait valoir notre envie que ça change, que ça change rapidement. Donc, engagez-vous, ouais. Voilà, il y a encore des photos. Cette question, c'est super. Ça ne va jamais s'arrêter. Marc m'avait prévenu, hein, ça ne s'arrêtera pas. Il faudra qu'on arrête un moment. Ne pourrait-on pas faire pression, elle est intéressante celle-là, pour exiger des informations sur les emballages qui stipulent exactement ce qu'a coûté le produit avec toutes les externalités, le soi-disant bénéfice de consommation d'objets qui paraissent tellement inutiles pour beaucoup de gens. Moi, je rêve qu'on arrive avec Henri mettre quel pourcentage de recyclé il y avait dans chaque emballage. Quand on dit plastique recyclable, on a fait un amendement pour ça à la loi AGEC, économie circulaire, on n'a pas réussi. Moi, je rêve aussi qu'on mette sur les plastiques quel plastique il s'agit. Commencer à éduquer les gens. PET, PS, c'est quoi, polyuréthane, pour qu'après les gens se disent ah mais ça c'est pas possible, il faut que j'arrête je rêve de ça, mais on n'a pas réussi encore, mais on va continuer. Ouais. Il y a plein de questions. Mais avons-nous le temps pour voir pour voir sur le long terme? Car en prenant l'exemple de l'accord de Paris, la biodiversité va encore énormément se dégrader en 50 ans. Évidemment. Mais on n'a pas d'autre choix en fait que de prendre le temps. On n'a pas d'autre choix. Bien sûr les récifs coralliens qu'on connaît nous aujourd'hui sont pas ceux dans 50 ans. Ça va changer. Les espèces sont plus adaptées que celles qui sont aujourd'hui adaptées. Elles vont changer. Les espèces prépondérantes vont changer dans 50 ans. Ça va changer. Mais est-ce que c'est trop tard? Moi, je ne crois pas. En tout cas, si on dit que c'est trop tard, eh ben, on fait quoi? On vit plus, en fait. En fait, on peut le dire autrement. Si votre question, c'est est-ce que c'est trop tard pour que le monde reste exactement tel qu'il est? Oui, c'est trop tard, mais c'est toujours trop tard, parce que le monde n'est jamais toujours exactement comme il était avant. L'humanité a changé la planète depuis bien, bien longtemps, vraiment bien longtemps. Regardez notre cher continent européen, il est marqué par l'homme depuis plusieurs millénaires. Donc ça, c'est plus la discussion. La discussion, c'est est-ce qu'on est encore capable de changer les choses pour que le monde reste vivable? Et oui, ça, on l'est. Il faut se retrousser les manches, il faut s'engager, il faut se donner ses caps, il faut être réaliste, il faut être pragmatique et en même temps exigeant. C'est une espèce de paradoxe, hein, je suis bien conscient de ça. On veut à la fois beaucoup et en même temps on sait qu'il faut du temps pour obtenir beaucoup et en même temps on veut beaucoup. Et c'est notre rôle d'ONG justement de poser un cap et une barre qui est très haute et très difficile à atteindre par les acteurs. C'est notre job de tous les jours. Ça. En tout cas, moi, ça me rend heureux de m'engager. Hein. Ça me rend heureux. Okay. Ça, c'est clair. De bouger, de faire partie de la solution, ça rend heureux. Et je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte d'ailleurs, hein, qui veulent changer de job pour avoir plus de sens, qui veulent avoir un impact, qui veulent avoir. Ça court. Tous les pays en voie de développement, c'est ça qui sort. Quoi. Il y a encore une question très longue là, de débit, Couette. Je travaille actuellement au sein des ministères de l'économie maritime, de la protection côtière du Togo. La pollution plastique est une véritable problématique, surtout dans les communes qui ont une façade qui donne sur la mer. Ici, le plastique est très populaire. Il y a beaucoup d'acteurs à l'économie informelle à développer leur activité. Quelle est votre vision pour les pays en voie de développement? Ça rejoint une question qu'on a eue plus tôt. Vous dites que la consommation mondiale de plastique va augmenter de 50% alors qu'on ne consomme plus. Quoi. Donc, il y a une différence. Quand on dit ça, c'est le monde entier, en fait. Donc, il y a vraiment des disparités entre les pays développés et les pays en voie de développement. Ben oui, effectivement, sur les pays en voie de développement, ils sont très, très présents, ces plastiques. Et en gros, ça correspond à ce qu'on a vécu, nous, il y a une vingtaine, trentaine d'années, cette espèce de boom économique qui s'accompagne d'un boom de consommation des plastiques. Même s'il ne faut pas non plus qu'on se voile la face, hein, on est encore les plus gros consommateurs et de très, 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 très loin. Dans l'étude sur ces fameux 50 pollueurs, là, il y avait quelques chiffres sur la consommation mondiale. Et on parle beaucoup de la consommation chinoise, de la consommation indienne, mais de mémoire, je ne vais pas vous dire de bêtises sur les chiffres,
Mais je crois qu'on consomme encore 2 ou 3 fois plus de plastique qu'un Chinois et 3 ou 4 fois plus qu'un Indien. Donc, il y a encore de la marge pour qu'ils nous rattrapent, même si effectivement la population de ces pays fait que ça devient tout de suite un problème assez massif. Quelle est la vision pour ces pays-là? C'est une vision assez optimiste dans le sens où ce sont souvent des pays qui ont été parmi les premiers à prendre conscience, notamment sur des actes assez symboliques comme l'interdiction du sac plastique jetable, des choses comme ça. Finalement, ils ont presque donné des leçons aux pays riches, aux pays dits développés. Je pense à la Mauritanie, Le Rwanda, etc. Voilà, Rwanda, qui ont interdit ces sacs bien avant. Et puis, avec des interdictions qui étaient constructives, c'est-à-dire pas des interdictions qui finalement font que le sac plastique est remplacé par des produits préemballés. Non, on était vraiment sur l'émergence de sacs papier, sur l'émergence de sacs tissus. Donc c'est des choses qui font qu'on peut être optimiste. Et je suis convaincu que demain, on aura cette même économie informelle qui va s'adapter, parce que dans ces pays-là, finalement, on est bien plus capable de s'adapter que dans les nôtres. On ne va pas se mentir, on est des vieux Européens très raides et qui ont beaucoup de difficultés à changer. Et moi, ce que je vois dans les pays qu'on dit en développement, et qui sont souvent plus développés que nous sur bien des points, c'est une résilience et une capacité d'adaptation qui est bien plus forte. c'est clair. Louison avait posé dans le chat très en amont une question qui était quel conseil de lecture, et que j'élargis un tout petit peu. Comment s'informer? Comment bien s'informer? Comment éviter les pollutions d'informations? Et comment s'informer pour agir? Moi, j'ai un bouquin juste là que j'ai. Sujet. J'ai un bouquin qui s'appelle The Future of Life, Edward Wilson. Pas très épais. Ça parle de la biodiversité, c'est un super bouquin. Mais en anglais. Il doit y être en français quelque part, mais moi je l'ai en anglais. Mais oui, s'informer, ouais. Puis j'avais une autre question, Marc, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Il faut donner du poids à des ONG comme les nôtres. Il faut donner du poids, il faut qu'elles soient suivies, qu'elles soient relayées, que quand on prend la parole devant les politiques, on soit écouté. Ça, c'est clair que c'est important. Que ça donne plus de poids pour convaincre et puis pour menacer aussi, hein, de prendre la parole en public sur beaucoup de sujets. Et puis c'est aussi, bien sûr, la guerre, c'est aussi les fonds, mais les fonds pour avoir des gens comme Henri aussi compétents que les industriels ont en face de nous, et d'être équipés pour argumenter et contre-argumenter tout ce qui est dit en face de nous, parce qu'en fait, c'est ça, c'est un combat d'idées, en fait. Hein, c'est un combat de joutes verbales, de mots, tout est dans les détails, et donc il faut avoir des gens qui sont archi compétents aussi du côté des ONG pour défendre ces sujets. Moi, je finirai par un petit conseil de lecture complètement inattendu. Lisez Camus, lisez les existentialistes. Ouais, je fais sourire Romain, mais voilà, pour comprendre pourquoi le combat donne un sens à l'existence, lisez Camus. Voilà. Et puis après, si vous voulez vous documenter sur la question des pollutions plastiques, je ne l'ai pas sous la main malheureusement, il y a un excellent livre de Nelly Pons, édité récemment chez Actes Sud, voilà, qui fait une très grosse synthèse de la problématique. Henri, Romain, un immense merci. Merci pour la conf, merci pour vos échanges, les réponses à toutes les questions, merci pour vous être saisi vous-même d'un certain nombre de ces questions. Chers lauréates, chers lauréats, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Tara au risque de la pollution numérique. Et stay tuned. Et à très bientôt. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Bye bye. Merci de votre accueil. Bonne soirée. Bye bye. Let's fight. Et n'oubliez pas d'aller voir la page LinkedIn de Romain. Ouais. Le teasing continue. Je n'ai pas fait gaffe parce que je regardais. Salut. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. À très vite. Et bientôt un ciné-débat.
Chaque année, ce petit village normand est le théâtre d'un miracle. Pendant 3 jours, il multiplie sa population par 150. Parti de rien, Saint-Laurent-de-Cuve a réussi à créer le 7e plus grand festival associatif de France. En 20 ans, les habitants ont tissé un lien fort autour d'un événement devenu emblématique et vital. Mais avec son bénévolat et son système D, ce modèle doit faire face à une concurrence de plus en plus rude. Bienvenue chez ceux qui chaque année se mobilisent pour leur festival et qui sans relâche se battent pour garder en vie leur village. Bonne nuit.